C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce que l'on appelle désormais la sortie de crise fait en général ce matin la manchette des quotidiens israéliens qui souligne que le gouvernement israélien devait se réunir hier soir pour voter une série de mesures d'allègement qui sont autant de bouffées d'oxygène économique pour des centaines de milliers d'indépendants et de petites et moyennes entreprises. Mais le site Ynet souligne dans une information postée à minuit 24 minutes hier soir que finalement la réunion du Conseil des ministres a été reportée à ce matin. Mais selon les rumeurs qui circulent, les ministres devraient permettre à partir de dimanche la réouverture des petits commerces sur l'ensemble du pays, ce qui devrait effectivement donner un véritable coup de fouet au marché économique et peut-être aussi apaiser la colère des indépendants qui s'est exprimée, on le sait, ces derniers jours dans de nombreuses manifestations à travers le pays. Le Israël Hayom évoque ce qu'il appelle en titre un retour à la normale, mais il précise également que si les petits commerces vont rouvrir, il est encore prématuré de parler de la réouverture des grands centres commerciaux. Et ce secteur devra probablement patienter jusqu'à la semaine prochaine avant d'entrevoir le bout du tunnel, un tunnel de plus de 40 jours. Le principe qui désormais devrait guider les pas des ministres israéliens est simple, permettre donc le retour à la normale tout en évitant les grands rassemblements. Et le grand quotidien gratuit, le Israël Hayom, donc d'apporter une précision importante, la santé publique a autorisé la reprise des opérations chirurgicales qui ne sont pas urgentes à partir du 3 mai prochain dans tous les hôpitaux israéliens, ce qui est bel et bien un indice de la reprise incontestable du marché dans les différents secteurs. Certains diront qu'il était temps, que l'opinion publique grondait et surtout ne comprenait pas les mesures restrictives arbitraires prises parfois de manière incohérente par la santé publique. Et les journaux télévisés d'hier soir sur les principales chaînes de télévision se sont fait l'écho, effectivement, en particulier d'un très vif mécontentement de la part des ministres du gouvernement Netanyahou face à ce qu'ils ont appelé les diktats de la santé publique qui jusqu'à présent a freiné toute relance économique, souvent sans apporter la moindre explication solide. Et la cible prioritaire des ministres, au moins pour ces 2 derniers jours, a été un homme, Moshe Bar Siman Tov, le directeur général du ministère de la Santé. Celui qui, au début de la crise, s'était imposé pour sa clarté, son sang-froid et également pour les mesures fermes qui ont sans doute sauvé des vies humaines en Israël, est devenu ces derniers jours le souffre-douleur de ces ministres qui lui ont reproché son autoritarisme. Nous avons l'impression d'être dans une dictature dans laquelle les mesures draconiennes sont prises sans justification. Nous sommes en train de perdre la confiance du peuple. Se sont plaints hier les ministres auprès de Binyamin Netanyahou. Et comme l'explique ce matin Ran Reznik, en page 3 du Israël Hayom, faire voler en éclats cette confiance des Israéliens risque d'avoir un impact direct sur notre propre santé. Et Reznik, qui donne souvent des conseils judicieux depuis le début de la crise, suggère à la santé publique de s'expliquer plus clairement et de faire montre de transparence dans ses directives. Et dans ce contexte, le Yediot Aharonot nous propose justement de lire dans son édition du Shabbat, donc d'aujourd'hui, le portrait détaillé de Moshe Bar Siman Tov. Et le résumé de ce portrait en une du quotidien confirme que celui-ci a un comportement qui frôle parfois celui d'un dictateur. Il ne tient compte de personne, explique le Yediot Aharonot, il se venge de ceux qui ont osé le critiquer, il éloigne les experts qui ne pensent pas comme lui et il dissimule des ministres des données importantes sur le virus et l'étendue de l'épidémie. Toute la vérité, promet le Yediot Aharonot sur le directeur du ministère de la Santé. Mais alors que Bar Siman Tov fait l'objet de telles critiques, eh bien on a appris hier soir que son ministre, Yaakov Litzman, le leader du judaïsme unifié de la Torah, orthodoxe, pourrait bien le quitter avec la formation du nouveau gouvernement. Yair Cherki, le correspondant des affaires orthodoxes dans la chaîne 12, et certains diront même des affaires pas très orthodoxes, a en effet révélé hier soir que le maître de Yaakov Litzman, à savoir le rabbi de Gour, qui est l'homme fort du judaïsme chassidique en Israël, aurait proposé à Litzman de se retirer dignement du ministère de la Santé à l'occasion de changement de gouvernement, parce qu'il a fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières semaines, et aussi donc de récupérer dans le prochain gouvernement d'urgence nationale le portefeuille du logement, un portefeuille qui intéresse particulièrement le monde orthodoxe. Et l'information est répercutée ce matin dans l'ensemble des quotidiens avec une précision sous forme de projection possible. Si Litzman part, eh bien ce pourrait être Naftali Bennett, le leader de Yamina, qui le remplacerait à ce ministère au cœur de la lutte contre le corona. Cela permettrait à Yamina de rester au sein de la coalition gouvernementale. L'autre option avancée ce matin dans les sites d'information, comme le site N12, est la possibilité que Bleu-Blanc récupère ce ministère en échange de celui des Affaires étrangères, qui pourrait donc là encore revenir alors dans ce cas de figure à Naftali Bennett. Mais ce matin, avant de clore ce chapitre du coronavirus, une bien triste nouvelle qui s'étale à la une de tous les quotidiens israéliens et qui est
mentionné en évidence dans les sites d'information orthodoxes. Le décès des suites du coronavirus du Rav Yeshayahu Haber à l'âge de 55 ans. L'annonce de sa disparition étant une du Yediot Aharonot du Israël Hayom et fait l'ouverture du site du Maariv, et pour cause, le Rav Haber était un tzaddik, un véritable juste, qui avait décidé d'œuvrer sans relâche depuis 11 ans en faveur du don de reins aux malades ayant des insuffisances rénales, et ce dans le cadre de l'association qu'il a fondée, Matnat Rahim, un don de vie. Un cheval de bataille peu courant pour un rabbin orthodoxe, mais que le Rav Haber avait enfourché avec une détermination et une efficacité impressionnante. Selon les quotidiens, le Rav a, durant sa courte vie, et en particulier donc au cours de ces 11 dernières années, sauvé plus de 800 malades qui ont pu bénéficier d'une greffe de rein. La mort d'un ange, titre ce matin le Yediot Aharonot, et Sivan Rahav Meir, l'une des journalistes les plus célèbres d'Israël pour ses cours de Torah en particulier, écrit ce matin que lorsque l'on demandait au Rav Haber pourquoi quelqu'un ferait-il don gratuitement d'un rein à une personne malade qu'il ne connaissait pas obligatoirement, il répondait parce que cette personne est avant tout son frère ou sa sœur et certainement pas un inconnu. Le Rav Haber s'est éteint hier soir après que son état de santé, qui était hier matin encore rassurant, se soit brusquement dégradé. Lui aussi avait su donner l'exemple en donnant un rein donc à un malade il y a 11 ans et donc en initiant la création de cette association qui devrait lui survivre. Yehi Zichro Baruch. Et puisque nous parlons de dévouement, de sacrifice en ce vendredi entre le Yom HaZikaron entre le Yom HaShoah et le Yom HaZikaron, les deux principaux quotidiens israéliens nous livrent en première page un chiffre, celui que chaque Israélien redoute à cette période, mais un chiffre qui est un symbole du sacrifice suprême, 23 816, c'est le nombre de soldats israéliens qui sont tombés au combat pour que l'État d'Israël puisse vivre. Et bien sûr, cette année, l'hommage à ces soldats ainsi qu'aux victimes du terrorisme sera particulier. Les reportages hier soir et les photos que l'on trouve ce matin dans les quotidiens israéliens confirment en effet que les familles endeuillées ont suivi la suggestion du Premier ministre Netanyahou. Ils ont choisi de commémorer le souvenir de leurs disparus avant le Yom HaZikaron, en sachant pertinemment que ce jour-là, les cimetières militaires seront fermés. Et dans le cadre des nombreux articles et reportages qui sont publiés dans la presse en perspective de ce jour du souvenir national, le Yediot Aharonot a choisi de rendre hommage en particulier aux Chayalim Bodedim, à ces soldats qui ont décidé de monter en Israël de leur pays d'origine sans leur famille et qui sont tombés lors d'opérations de Tzahal. Le journal de citait en particulier les cas de Sean Carmeli ou de Max Steinberg qui sont tombés au combat durant l'opération Bordure Protectrice. Personne en Israël n'a oublié les obsèques émouvantes de ces deux jeunes soldats à Haïfa et à Jérusalem, avec les parents de Max Steinberg qui, pour leur premier voyage en Israël des États-Unis, sont venus enterrer leur fils soldat qui était soldat donc dans la brigade Golani. Et puis le Yediot Aharonot n'oublie pas aussi les enfants d'Olim qui ont perdu la vie dans des circonstances tragiques, en mentionnant dans ce reportage le souvenir de Julie Wiener qui était soldate, qui a été victime d'un attentat à la voiture bélier il y a de cela 11 ans. Ses parents, Richard et Dominique, avaient fait leur alia de France dans les années 70. Julie était née à Jérusalem en 1980, mais ensuite la famille était rentrée en France en 1989 jusqu'à cet attentat qui a fauché Julie en plein service militaire. Nous avons ensuite décidé de revenir en Israël pour être plus près d'elle, ont expliqué au Yediot Aharonot Richard et Dominique Wiener. Un reportage difficile mais édifiant et émouvant. Et nous terminerons cette revue de la presse par une décision liée bien entendu aux festivités du Yom HaAtzmaut et qui a suscité un certain étonnement. Chani Lipschitz, la célèbre shlicha du rabbi de Lubavitch à Katmandou, qui a accueilli ces dernières années des milliers et des milliers de globetrotters israéliens, religieux ou non bien entendu, a reçu l'honneur il y a quelques semaines d'allumer une torche représentant l'une des 12 tribus le soir de Yom HaAtzmaut lors de la cérémonie plus ou moins virtuelle qui va se tenir ce soir-là d'ouverture des festivités. Elle avait accepté ce privilège avec joie et émotion, mais des pressions d'un tribunal rabbinique du mouvement Lubavitch à New York l'ont contraint à se rétracter. Cette annonce a provoqué donc un étonnement qui se reflète dans la presse israélienne, et nous allons d'ailleurs en parler dans quelques instants sur Studio Kalita avec le biographe du rabbi de Lubavitch, Shlomo Brodovitch. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.